Bonjour et bienvenue dans la troisième partie de votre formation des fondamentaux des marchés publics. Nous allons à présent aborder le contenu des marchés. Alors les objectifs de ce module sont de vous permettre d'identifier les documents qui forment le contrat. Nous parlerons de l'acte d'engagement, du CCAP, du CCTP notamment. Et nous identifierons également les clauses qui sont indispensables, c'est-à-dire qu'il faut absolument faire figurer dans vos contrats, sans quoi celui-ci ne pourra pas correctement s'exécuter. Alors quelles sont les pièces contractuelles? Habituellement, parce que le Code de la commande publique n'impose rien en la matière, donc habituellement, les marchés sont formalisés au moyen d'un acte d'engagement, aussi appelé ATRI 1, qui est le nom de code entre guillemets qui a été donné par la direction des affaires juridiques de Bercy à ce document. Et d'ailleurs, il existe sur le site de la DAJ un certain nombre de formulaires et en particulier l'ATRI 1. Vous pouvez y accéder, le télécharger, c'est tout à fait gratuit. Je vous invite d'ailleurs à le faire. Donc ce document matérialise l'engagement de chacune des parties, l'engagement du titulaire à réaliser la prestation pour un montant donné et l'engagement bien sûr de l'acheteur à payer la prestation et à respecter les cahiers des charges. Alors ce document au moment de la remise de l'offre n'a pas à être signé. Euh, la remise de ce document d'ailleurs est elle-même tout à fait facultative. Il faut savoir qu'avec, depuis le 1er octobre 2018, eh bien, toutes les procédures sont dématérialisées et la signature électronique des documents est obligatoire. Alors, soit vous exigez cette signature électronique dès le dépôt de l'offre, ce qui est handicapant, je pense, pour les entreprises et peut-être même pour vous-même, soit vous attendez d'identifier l'attributaire pour lui demander de vous adresser l'acte d'engagement signé. Alors, ça sera souvent le cas, certainement le cas, lorsque l'acheteur ne dispose pas de signature électronique lui-même. C'est-à-dire que l'entreprise peut signer électroniquement, mais l'acheteur public non. Et bien dans ces conditions, on accepte encore la signature manuscrite. Et donc dans ces conditions, il est parfaitement inutile de demander à l'entreprise de renvoyer, dès le stade de la candidature, eh bien, son acte d'engagement signé. On attendra la décision d'attribution. En complément de l'acte d'engagement, nous retrouvons les pièces habituelles qui sont le CCAP et le CCTP. Donc le CCAP, cahier des clauses administratives particulières, et le CCTP, cahier des clauses techniques particulières. Donc le CCAP est le document dans lequel vont s'exprimer les conditions administratives et financières que l'acheteur va imposer pour l'exécution de son marché. En particulier des modalités d'émission, par exemple des bons de commande, des modalités de facturation, des pénalités en cas de retard, des modalités également de vérification, d'admission des prestations, des fournitures. Alors en complément du CCAP et de l'acte d'engagement, et ce sont d'ailleurs des documents qui sont souvent en annexe de l'acte d'engagement, on va retrouver notamment le bordereau de prix unitaire. Alors ce BPU, il a une valeur absolument déterminante pour l'exécution des accords cadres à bon de commande, puisque l'acheteur va nécessairement utiliser le BPU pour pouvoir passer ses commandes. Si le produit ne figure pas dans le BPU, il est impossible que l'acheteur puisse le commander, à moins d'introduire une modification à son contrat, à moins de s'adresser peut-être à un autre prestataire ou de travailler en dehors du contrat qui a été initialement passé. En tout cas, le contrat en lui-même, l'accord cadre en question, ne peut pas servir de base légale à la passation, à cette commande. Il faut absolument que le produit que vous souhaitez commander figure bien dans le bordereau de prix. Alors pour ce qui est de la DPGF, décomposition du prix global et forfaitaire, c'est un outil que l'on retrouve le plus souvent alors dans le cadre des marchés à forfait, bien sûr, régulièrement dans le cadre des marchés d'études et des marchés de travaux. Et c'est un document qui va vous permettre d'apprécier la façon dont l'opérateur a constitué son offre, du point de vue des quantités qu'il envisage de mettre en œuvre et du point de vue des prix qu'il entend appliquer. Alors, est-ce que ce document est contractuel? Non, surtout pas, parce que si c'était le cas, l'opérateur pourrait très bien vous opposer les quantités qu'il a initialement qu'il a fait figurer et vous contraindre à passer un avenant si jamais ces quantités étaient dépassées. Donc,
une valeur indicative qui sert à comprendre comment l'offre a été faite, qui vous facilite le travail dans l'appréciation, la notation de la proposition, mais certainement pas une valeur contractuelle. En tout cas, je vous déconseille fortement d'en faire une pièce contractuelle. Et ce document donc sera annexé au règlement de consultation. Dans la même veine, le DQE ou le DDE, donc le détail quantitatif estimatif, le CCTP va détailler la prestation à réaliser. Alors, le Code de la commande publique nous dit que les spécifications techniques qui sont formulées doivent faire référence à des normes ou peuvent être établies en termes de performance ou d'exigence fonctionnelle. Et c'est sans doute cette voie-là qu'il faut explorer, qu'il faut privilégier, puisque les normes, eh bien, on ne les a pas toujours, on ne les maîtrise pas toutes, alors que les exigences fonctionnelles, oui, elles sont facilement maîtrisables par l'acheteur, puisqu'il s'agit d'exprimer tout simplement son besoin. Alors attention dans l'expression du besoin, veillez à une expression juste. Euh, alors j'ai noté entre guillemets les caprices du prescripteur. Hein. Il faut évidemment être raisonnable dans l'expression de son besoin. Être réaliste, c'est-à-dire ne pas chercher à acheter un mouton à 5 pattes, on sait que ça n'existe pas. Donc il vous revient en amont de la rédaction du cahier des charges eh bien, de faire une étude du marché, de savoir par le biais du sourcing, hein, chercher à savoir s'il existe un produit qui pourrait correspondre à à votre achat, un produit qui couvrirait donc le besoin, est-ce qu'il nécessite d'être développé, voilà. Le sourcing, c'est une phase indispensable à la rédaction du cahier des charges. On ne peut pas se permettre, à moins d'acheter vraiment des choses tout à fait basiques, dont on a l'habitude de commander, il nous faut bien sûr en amont déterminer s'il y a des entreprises qui sont capables de répondre à notre besoin et sous quelle forme. Sans quoi vous risquez l'infructuosité, ou peut-être que vous allez avoir des propositions, mais sans doute sous-dimensionnées, ou peut-être surdimensionnées, que vous paierez extrêmement cher, parce que la chose n'aura pas été bien étudiée en amont. Et bien sûr, quand vous rédigez vos pièces, là c'est le cas pour le CCTP, mais c'est valable pour l'ensemble des pièces, il vous appartient de rédiger les principes, de respecter les principes généraux de la commande publique et de ne pas, bien sûr, porter atteinte aux principes liés à la mise en concurrence et à l'égalité de traitement des candidats. Clairement, vous ne pouvez pas, on l'a vu lors de la première partie, vous ne pouvez pas rédiger des clauses techniques sur mesure destinées à favoriser tel ou tel opérateur. Ça, c'est absolument interdit, cela constitue même un délit de favoritisme et ça va considérablement pénaliser votre procédure. Donc, à éviter. Alors toujours au niveau des pièces contractuelles qui permettent l'exécution du marché, attention, vous le savez, puisque nous avons étudié cela dans la deuxième partie à propos des différentes formes de contrats, eh bien attention, ne confondez pas le bon de commande avec le marché, de la même façon qu'on ne peut pas confondre un bon de commande et un ordre de service. Les mots ont leur importance, ils expriment des notions bien précises. Le bon de commande est utilisé pour passer des commandes dans un accord cadre à bon de commande. Et ces commandes sont établies en fonction d'un bordereau de prix unitaire. L'ordre de service a une vocation tout à fait différente. L'ordre de service est un document qui permet en fait l'exécution du marché et qui a un champ d'application qui n'a rien à voir, qui est bien plus large que le bon de commande, puisque au travers de ce type de document, le pouvoir adjudicateur, l'acheteur, eh bien, dirige l'exécution de son marché, peut modifier son contrat, peut l'interrompre, le faire démarrer. En fait, il s'agit du mode de communication, d'un outil qui permet la communication entre l'acheteur et le titulaire du marché. Alors, quelles sont les clauses qu'il faut absolument faire figurer dans son marché? Alors, là, j'en ai cité quelques-unes hein, qui, moi, me semblent vraiment déterminantes. Alors, bien sûr, s'il n'y a, alors même qu'il n'y a pas de contenu obligatoire, je le répète, le Code de la commande publique vous laisse tout à fait mettre dans la rédaction de vos clauses. Néanmoins, il y a des choses qui sont tout à fait incontournables. L'identification des parties, bien sûr. L'objet du marché, est-ce que vous achetez un marché de fourniture, de services, de travaux? La forme de votre contrat, est-ce qu'il s'agit d'un marché à forfait, ordinaire? Est-ce qu'il s'agit d'un marché à tranches avec tout ce que ça conditionne pour l'affermissement des tranches optionnelles? S'agit-il d'un accord cadre, à bon de commande, un marché subséquent? Avez-vous procédé à un allotissement de votre prestation? Alors, ça c'est absolument incontournable. De la même façon qu'il faudra absolument indiquer la durée de votre marché, donc la durée maximum, nous savons
que cette durée peut être par exemple reconductible, hein, un an reconductible X fois dans la limite notamment des accords cadres à 4 ans. Vous indiquerez également les modalités de reconduction. Est-ce qu'il s'agit d'une reconduction tacite ou bien d'une reconduction express? Les modalités de paiement, les versements notamment d'avance, d'acompte, le paiement du solde, la forme du prix, s'agit-il d'un prix ferme ou avez-vous introduit une clause d'actualisation ou même de révision? Le contenu des prestations, quelles sont les obligations du titulaire? Ça, c'est une clause, c'est un ensemble de clauses dont on ne peut absolument pas faire l'économie, hein, qui est extrêmement importante, puisqu'il s'agit de décrire les obligations du titulaire, et le plus souvent, il va falloir y indiquer des obligations de résultat, c'est-à-dire une performance à atteindre. Mais si vous indiquez une performance, il va falloir faire attention aux modalités de vérification du service fait, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce que vous allez vérifier que l'opérateur, le titulaire, a bien atteint le résultat qui était initialement décrit. Donc ça implique de décrire très précisément le résultat attendu, de pouvoir le quantifier, de l'exprimer de façon quantifiable, et d'élaborer des méthodes de vérification qui soient parfaitement incontestables. Il faut faire attention parce que c'est vrai qu'au niveau des vérifications, très souvent, eh bien, on se contente de vérifications purement quantitatives et les vérifications qualitatives ne sont pas indiquées. Et ça peut dégénérer lors de l'exécution du marché parce que vous ne serez pas, le prestataire pourra, entre guillemets, faire un peu ce qu'il veut et vous ne serez pas, vous, armé pour le contraindre. Et le contraindre notamment par le biais, grâce à des clauses de sanctions, telles que les pénalités de retard ou pour inexécution de certaines actions. La réfaction, qui est une diminution qui permet de diminuer le montant de la rémunération du prestataire au regard des imperfections que vous avez constatées. Si vous estimez que le service n'est que partiellement fait, vous pouvez accepter de payer la partie qui est considérée comme faite et refuser le paiement du reste. Ça s'appelle une réfaction. Et puis, il y a d'autres sanctions possibles, l'exécution aux frais et risques, c'est-à-dire qu'on met à la charge du prestataire l'exécution du marché qui sera réalisé par un tiers, c'est-à-dire que si les choses viennent à coûter plus cher que ce qui était initialement prévu, eh bien c'est le titulaire défaillant qui devra l'assumer. Et enfin, le cas ultime, hein, la résiliation notamment pour faute, qui est très peu employée puisque, à moins que l'on y soit véritablement contraint, parce que eh bien, cela vous prive de l'exécution du marché. Vous n'avez plus de prestataire, vous ne pouvez plus exécuter, et donc il faut relancer une nouvelle consultation. Et il arrive parfois que nous n'ayons tout simplement pas le temps, la possibilité de le faire. En complément des pièces du marché, et cela fait partie à la fois des pièces et des clauses, vous allez retrouver ce qu'on appelle les CCAG. Alors il existe également les CCTG, mais d'abord le CCAG, cahier des clauses administratives générales. Il en existe 5, vous le voyez, concernant donc l'acquisition de fournitures courantes et de services, pour les travaux, pour les prestations intellectuelles, pour l'achat de matériel informatique, c'est le CCAG éthique, hein, logiciel, matériel informatique, et puis un CCAG qui est finalement assez peu utilisé par les acheteurs, on va dire classiques, qui est le CCAG marché industriel, qui va plutôt concerner l'acquisition d'armements ou d'objets industriels lourds tels que des rames de tramway par exemple. Alors, il est intéressant, je dirais même crucial, de faire appel à un CCAG. C'est très important pour vous parce que ça vous offre en fait un filet de sécurité. Toutes les clauses qui n'auraient pas été prévues dans le CCAP, eh bien, on va peut-être la chance de les retrouver dans le CCAG. Et le CCAG donc, constitue finalement une sorte de filet de sécurité pour vous. Je pense en particulier aux modalités de résiliation, peut-être aux clauses de pénalité si elles ne figurent pas dans le CCAP. Voilà, il y a un certain nombre d'éléments qui sont extrêmement intéressants. Alors, évidemment, il ne faut pas faire référence à un CCAG par hasard, hein. Vous devez d'abord bien cadrer l'objet de votre contrat, choisir le bon support, et ensuite, il vous faut maîtriser les stipulations de ce CCAG pour savoir comment correctement l'appliquer, parce que si effectivement il y a des clauses qui vont dans votre sens, qui vous protègent, il y a aussi des clauses qui iront, c'est une arme à double tranchant, et des clauses qui iront protéger, qui protégeront le titulaire. Par exemple, dans le CCAG fourniture courante et services, il est prévu un délai de vérification de 15 jours à compter de la réception physique du matériel, et passé ce délai de 15 jours, eh bien,
la réception, l'acquisition, l'acceptation est réputée acquise. Et vous ne pourrez plus contester le contenu de ce qui a été livré. Voilà. Donc faites attention, quand quand vous recourez à un CCAG, ce à quoi je vous invite, il faut maîtriser le contenu de ce CCAG. Voilà, alors le recours à un CCAG demeure facultatif. Pour qu'il puisse s'appliquer pleinement, il vous appartient de le mentionner. Il faut absolument que votre CCAP le précise. Il faudra indiquer que tel CCAG, le CCAG FCS par exemple, trouve à s'appliquer. Vous pouvez faire le choix de ne pas faire appliquer le CCAG, mais moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et dès lors que vous allez introduire des dérogations à ce CCAG, vous allez devoir les mentionner dans le CCAP. Il est important que le dernier article du CCAP mentionne donc la liste des articles qui dérogent. Ce n'est pas prescrit à peine de nullité, mais cela permet une meilleure lisibilité des clauses dérogatoires. Ou télécharger ou vous procurer les CCAG, eh bien, ce n'est pas compliqué. Toute cette documentation, comme le reste de la documentation, est en ligne sur le site de l'économie, du ministère de l'économie et des finances. En complément, vous pouvez faire référence à un CCTG. Alors c'est quand même plus rare parce qu'ils ne sont pas tous forcément mis à jour. Bon, ça peut être une lecture intéressante pour vous aider à préparer votre contrat, mais voilà, moi je suis plutôt assez réservé quant au fait de les rendre contractuels. Dernier document qui va former le contrat, c'est le mémoire technique. Alors, tous les CCAG ne rendent pas le mémoire technique, ne lui donnent pas une valeur contractuelle. C'est à vous de le préciser. Notamment dans le CCAG travaux, il est indiqué que c'est à votre appréciation et qu'il faut l'anticiper et le prévoir. Pour les autres CCAG, systématiquement, à moins que vous n'ayez indiqué une dérogation, le mémoire technique fait partie des pièces contractuelles. Alors ça a un intérêt évidemment, c'est que cela va contraindre l'opérateur à réaliser la prestation telle qu'il l'a proposée au départ. Voilà. Voilà, nous en avons fini avec cette partie. Je vous invite à remplir le QCM pour voir si vous avez parfaitement assimilé tout ça. Et nous nous retrouvons pour la quatrième partie de la formation, à savoir les procédures de passation. À très vite.